beaucoup un système qui s'est développé sur le curatif, c'est-à-dire on a une industrie pharmaceutique qui se porte plutôt bien historiquement en France. On a fait le pari de la recherche fondamentale, de la recherche translationnelle, du transfert technologique. On a véritablement mis l'accent sur tout ce qui est les structures et les professionnels, à l'activité à l'hôpital, à l'acte dans la ville. Qu'est-ce qui permet à un professionnel de bien gagner sa vie s'il fait de la prévention? Pas grand-chose. Si vous faites moi je suis neurologue, j'étais hier matin encore au CHU de Grenoble, je fais de la prévention des risques vasculaires cérébraux. Si je prends le temps de faire une consultation complexe avec arrêtez de fumer, faites du sport, essayez de perdre du poids, je vais vous accompagner, vous expliquer comment, pourquoi est-ce que je vous prescris une statine ou pourquoi est-ce que j'en mets pas pour votre hypercholestérolémie, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activité physique pour vous aider, tout ça va me bouffer entre 25 et 30 minutes. Je suis hospitalier, je peux encore une fois prendre parfois le temps d'avoir des consultations longues, mais si je suis médecin de ville, je suis médecin généraliste, j'ai 10 minutes à passer avec le patient, il faut que j'aborde énormément de choses avec lui. Notre système de financement n'avait jusqu'ici pas été pensé pour permettre de faire la part belle à la prévention. Je dis n'avait parce que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est médecin, chercheur, qui a une véritable appétence pour ces questions de prévention, a appelé elle-même à un changement de paradigme. Et c'est une phrase qu'on avait aussi retrouvée au cours de la campagne d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que le premier point du programme en santé, c'était conduire la révolution de la prévention. Et j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, peut-être pour donner quelques exemples concrets de ce que nous avons fait, de ce que nous allons faire. Le paradigme peut changer, mais le verrou idéologique, le curatif, ça c'est plus difficile à bouger dans les mentalités des praticiens comme des patients. Des praticiens comme des patients. Vous savez, il y a une ambivalence chez les uns comme chez les autres, je crois. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de prévention, les patients vont vous dire oui c'est important, mais si vous avez trop de messages, si vous dites, vous martelez qu'il faut arrêter de fumer, on a été beaucoup aussi dans la culpabilisation des gens. Je vous donne un exemple, la prévention tabac chez les jeunes. Si vous dites à un ado de 16 ans, il faut que tu arrêtes de fumer, ça va te tuer. Il est à l'âge où justement il a envie d'être un peu en opposition avec ce qu'on va lui dire, il n'intègre pas les raisons pour lesquelles on lui dit d'arrêter de fumer, ça ne fonctionne pas. D'autres pays comme l'Australie, qui ont 10 fois moins de fumeurs chez les jeunes que la France, ont compris très tôt qu'il fallait faire de la bonne éducation à la santé, expliquer pourquoi et par quel mécanisme le tabac va faire des lésions des artères, des parois artérielles, ça va former des petites cicatrices, des petites croûtes qui vont grossir, qui vont se détacher, qui vont boucher les vaisseaux plus bas. Je veux dire, ça fonctionne davantage. Donc on a été beaucoup dans l'injonction en France, plutôt que dans l'explication et l'accompagnement, et aujourd'hui on voit émerger des outils, j'y reviendrai par exemple en matière de prévention de l'obésité et du diabète, avec des outils d'information comme le Nutri-Score, qui visent à donner au consommateur une information claire, loyale, appropriée, adaptée, pour lui permettre de faire ses propres choix. Et ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est-à-dire que toutes les campagnes de prévention grand public qu'on va faire vont creuser paradoxalement les inégalités. Donc il faut être capable de faire des campagnes ciblées, des campagnes qui ne soient pas culpabilisantes, mais qui permettent de donner aux usagers de la santé les outils pour gérer eux-mêmes leur propre santé. Et il faut dire aux professionnels de santé que la prévention maintenant c'est quelque chose qui fonctionne, qu'on compte sur eux pour le faire, et il y a un élément qui permettra de changer ce paradigme, c'est ce qu'on appelle le service sanitaire en santé. Vous avez 40 000 jeunes étudiants en santé, qui soient médecins, kinés, pharmaciens, infirmiers ou je ne sais quoi, qui vont avoir 3 mois demain d'application directe et concrète sur le terrain de programmes de prévention. Pourquoi c'est bien? Parce que ça veut dire qu'on va devoir les former à la prévention. Moi je vais vous dire, j'ai fait 12 ans d'études de médecine, quand je suis sorti de neurologie. Je crois que j'ai eu peut-être 2 heures sur la prévention dans mon enseignement. Et dans la pratique, pas grand-chose. Au lit du malade, comme on dit. Avec le maître en blouse blanche pendant la visite. C'est pas dans une visite hospitalière, vous avez 50 malades à voir avant midi, que vous allez faire de la belle prévention. Donc dire qu'on va compter sur les jeunes pour mener des actions ciblées de prévention dans les milieux professionnels, dans les EHPAD, dans les écoles, etc., ça veut dire qu'on va devoir les former à ça. Et ça, ce sera une vraie révolution. Pascal, est-ce que les comportements changent? On compte sur eux, on compte sur les Français, on compte sur les patients pour changer leur comportement. Dans votre relation avec eux, à travers votre blog, est-ce que vous avez l'impression que ça change? On a vu tout à l'heure sur la propagande sympathique de la Troisième République, cet adage merveilleux, pieds chauds, tête froide, ventre libre. C'est un peu limité, mais c'est un début. Est-ce qu'on va au-delà maintenant quand même dans l'ajustement des comportements quotidiens des Français? Écoutez, les comportements, ils ne changent pas beaucoup. Ils ne changent pas beaucoup, ils restent figés et ils ne changent pas beaucoup parce que je crois qu'on l'a évoqué, tout est centré sur le curatif. Aujourd'hui, toute l'organisation du système de soins et du système de santé est centrée sur le curatif et que automatiquement, il n'y a pas les relais
qui soient mises en place pour accompagner les changements de comportement. Alors oui, il y a des campagnes de communication qui existent. On connaît aussi les limites de ces campagnes de communication. On sait que, effectivement, on prend l'exemple du tabac, vous parliez du tabac, la difficulté qu'on a pu avoir en France avec l'ensemble des campagnes qui ont été menées pendant des années à faire changer les comportements. On s'est retrouvé effectivement sur des échecs qui ont été nombreux. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le tabac, effectivement, la consommation du tabac commence à réduire, mais on sait qu'il y a un facteur prix qui est devenu un élément essentiel dans ce changement. Mais dans tous les cas, les comportements santé ne sont pas pris en considération de façon globale. Encore une fois, parce que les relais derrière n'existent pas. Alors l'ensemble du système de santé, le médecin généraliste, vous l'évoquiez Olivier, on ne peut pas lui demander en plus du travail qu'il a à faire. Il est en flux tendu, il a un temps extrêmement limité en termes de consultation, de patients qui viennent pour être traités sur leur maladie. On ne peut pas lui demander en plus de faire de la prévention. Alors à qui on peut le demander? Je pense qu'il faut... La porte a été ouverte, en tout cas avec le nouveau gouvernement, avec la priorité qui a été donnée à la prévention. Et je crois que c'est une excellente chose parce que ça fait des années qu'on repousse la problématique de la prévention. Soit on l'a mise en place et puis derrière, qu'est-ce qui est facile? C'est qu'on fait des coupes budgétaires, comme dans tous les univers, dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'on coupe en premier? On coupe la prévention parce que c'est ce qui est le moins visible. Donc finalement, l'ensemble des gouvernements santé avaient un budget de prévention. Vous l'avez évoqué, le montant extrêmement réduit de ces budgets de prévention, mais au fur et à mesure des années, ils ont été coupés parce qu'on peut faire des économies qui sont immédiates et qui ne sont pas visibles. Donc, en clair, il faut changer la donne aujourd'hui. L'intention a été donnée, la dynamique a été donnée avec la stratégie nationale de santé et la priorité de la prévention. Et il faut mettre en place, effectivement, une organisation qui soit centrée sur la prévention et qui vive à côté du système curatif aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut former, je pense, effectivement, les professionnels, mais qu'il faut peut-être créer aussi un métier sur la prévention. La prévention n'existe pas comme métier. On a vu la visiteuse d'hygiène là dans les affiches de la Troisième République. Donc une dame qui visiblement faisait le tour des foyers pour dire bonjour, je vais vous apprendre comment protéger vos enfants de la mortalité infantile. Il faut peut-être réveiller cela? Probablement. Mais quand vous regardez médecine préventive, vous tapez sur internet médecine prévention, médecine préventive, qu'est-ce qu'on trouve? La médecine du travail. Donc la médecine du travail, oui, c'est effectivement un petit point de la prévention, mais quand on parle de médecine préventive, on s'attendrait à effectivement tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'Olivier a pu évoquer, tout ce que vous avez évoqué avant, le changement des comportements, l'éducation à des comportements santé positifs. Donc moi je pense qu'il faut ouvrir de nouvelles vocations. Il faut ouvrir chez nos professionnels de santé des vocations et peut-être créer une spécialité, une nouvelle spécialité de médecine qui soit dédiée à la prévention. Mais cette médecine, elle ne doit pas être réservée aux médecins, c'est l'affaire de tous. Je crois que c'est l'ensemble des professionnels de santé qui sont concernés. Ce sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et infirmières qui sont très importants, les sages-femmes, tout ce qui peut être des relais sur cette éducation de la santé, c'est important. Et aussi un travail en équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans des silos. Chaque professionnel de santé, je parle en libéral, à l'hôpital c'est différent bien évidemment, mais chaque professionnel de santé travaille effectivement dans son coin. Je pense qu'il est important de faire travailler ensemble les professionnels de santé sur ce sujet de la prévention. Alors Patrick Chamboredon, le mot infirmier a été prononcé. Moi j'avais envie de demander qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes l'incarnation d'une profession qui est dans le curatif, puisque même s'il y a des infirmiers et infirmières à domicile, généralement on a affaire à vos collègues quand on arrive à l'hôpital. Donc on est dans un moment curatif, et parfois tragiquement curatif. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité pour le corps des infirmiers de se mettre dans une logique de prévention? Mais avant de répondre à cette question, quel état des lieux vous voyez, vous, quand vous récupérez des gens à l'hôpital? Est-ce que vous vous dites, celui-là, celle-là, si on avait pu il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 30 ans, lui parler, on n'en serait pas là? Écoutez, c'est une évidence. Quand les gens arrivent à l'hôpital, finalement, l'hôpital maintenant c'est un lieu où les gens arrivent dans un état, franchement, on ne pourrait pas dire délabré parce que c'est péjoratif, mais vraiment dans un état sanitaire assez important. Et on voit que très souvent les infirmiers à domicile, qui sont maintenant les derniers professionnels qui sont à domicile, donc qui voient le contexte social, le contexte économique, le contexte familial aussi des gens qu'on prend en charge à domicile, sont quand même les plus à même et les mieux à même de tirer la sonnette d'alarme. Et ils le font quelquefois, mais après, est-ce que ça relève de notre rôle? On n'a pas de prescription, on est quand même on reste au titre du Code de la santé publique
un auxiliaire médical, donc on n'a pas de vraie possibilité actuellement de mettre en place des choses très offensives, je dirais, sur le plan de la prévention. Sauf peut-être On à en parle aux l'école, médecins. où il y a des infirmiers et infirmières Alors, en milieu oui. scolaire. Ça vous fait déjà une tête de pont, si j'ose dire. Effectivement, dans le milieu scolaire, mais encore une fois, les infirmières, par exemple, dans le milieu scolaire, ne peuvent pas vacciner. Elles ne peuvent pas faire réellement de consultation, elles font des visites. Il y a toujours un médecin qui souvent n'est plus là, parce que maintenant, on a affaire à une pénurie médicale. On le voit bien sur d'autres sujets, la médecine du travail, vous en avez parlé. Les médecins du travail, il n'y a quasiment plus de médecins au travail, ce sont des infirmiers qui assurent les consultations. Mais faire un constat, poser un diagnostic, ça ne relève pas du rôle infirmier, ça reste un corps médical à ce jour. Mais on pourrait très bien rendre d'énormes services, et ça ne coûterait pas grand-chose finalement, puisque infirmier, finalement, dans notre rôle propre, la prévention, ça fait partie de notre rôle propre. C'est quelque chose qui est notre cœur de métier, et sur lesquels, pour ce qui concerne le système libéral, il n'y a pas de financement à ce jour. Donc les infirmiers libéraux font la course, comme les médecins à l'hôpital, la course à l'acte. Finalement, pour une rémunération, elle n'est pas sur le budget global, mais plus on fait d'actes, plus c'est rémunérateur, et plus c'est rémunérateur, plus on vit, finalement. Et donc, effectivement, moi d'entendre Olivier Véran qui nous dit qu'on va changer le modèle économique, ça me réconforte, puisque on est en train de chercher de nouveaux acteurs, on va encore complexifier le système. À mon sens, ça n'a pas de sens, puisqu'on est déjà là, on est déjà présent, on peut rendre beaucoup plus de services. On va rentrer à l'université, donc le problème de la formation va se faire maintenant avec les médecins, avec les sages-femmes, avec les pharmaciens. Donc il va y avoir une vraie communauté d'esprit, une communauté de formation pour nos professions de santé, qui finalement travaillent tous dans le même but, pour le bien-être du patient, et on pourrait très bien arriver à mettre en place des plans de formation très peu onéreux, mais il faudrait libérer un peu notre profession qui se trouve assez contrainte, je dirais, par les C'est du textes temps aussi, réglementaires. c'est pas que de l'argent, c'est du temps. C'est une autre organisation du temps des infirmiers. Oui, aussi, effectivement, mais on récupérerait ce temps si on prenait en charge les gens plus en amont. Si quand on tire la sonnette d'alarme, si quand on identifie certains problèmes, et qui quelquefois passent au travers du regard médical, parce qu'on a une autre approche, le médecin va avoir une approche souvent organe, alors que nous on va avoir une approche contextuelle beaucoup plus large, et donc on peut dépister et mettre en place certaines choses de façon plus efficace, et aussi qui ne va pas parler forcément au médecin, parce que par rapport à ça. Et puis, quand même, le contexte de la pénurie médicale, être sans cesse appel à faire au médecin, on pourrait faire des choses par nous-mêmes. Merci beaucoup. Laurent, quand on voit ce premier paysage dressé par trois acteurs issus du monde médical, est-ce qu'on doit extrapoler sur un État assez bloqué de la France? Les structures qui ont été créées et l'idéologie qui a été installée fait que le passage à la prévention coince tout le temps? Ou est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir? Merci de cette question. Merci à Pascal Rocher pour son invitation. Alors, moi, je suis le moment où vous pouvez perdre un tout petit peu d'intention parce que je n'y connais rien. Je suis le candide de la table. Il y a trois professionnels. Je pourrais être à votre place, en réalité, avec vous, en train de les écouter. Montaigne a quand même dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Exactement. Quelque Je ne vais part, pas mourir ce matin. Néanmoins, je peux essayer de raisonner par analogie. Ce qui me frappe beaucoup en entendant le paysage qui nous a été tracé ce matin, et notamment le grand portrait historique de la situation, c'est l'analogie avec une politique publique que je connais mieux, qui est celle de l'éducation. Je vois 5 ou 6 points communs, et pourquoi les énoncer? Pour nous aider à penser avec, et aussi parce que, à mon avis, une partie des problèmes que nous avons à traiter, que le système de soins et de santé ne sait pas résoudre aujourd'hui, se niche à l'école. Et j'y reviendrai. Le premier problème, c'est qu'on est face à l'école et la santé, deux systèmes qui s'enorgueillissent en réalité, ou qui mesurent leur puissance, leur poids dans la société, dans l'État, à l'argent qu'on y dépense. Alors, ça peut paraître normal, mais c'est vrai qu'il faut bien voir que cette seule lecture budgétaire ne suffit pas à produire de la qualité. Sans quoi on serait un des systèmes les mieux référencés au monde, ce que nous sommes du point de vue de la qualité des soins, mais on serait aussi du point de vue, par exemple, de la prévention ou des inégalités. Je lisais une statistique en venant ce matin, 1/4 des femmes non diplômées aujourd'hui souffrent d'obésité en France. Et je lisais des résultats sur les visites médicales en grande section. Vous savez qu'on les pratique quand elles sont pratiquées à l'âge de 6 ans en France. Il y a une différence absolument considérable par rapport à la surcharge pondérale entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadres. Inégalité sociale, inégalité sanitaire. 16% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale, 7% des enfants de cadres. Et ces 10 points d'écart, ça a l'air de rien, c'est absolument considérable, c'est quasiment 1x3. Donc il y a un premier sujet, c'est qu'on a une approche de ces ministères et de ces politiques publiques qui est trop souvent budgétaire. Elle est comptable.
Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qu'Olivier expliquait en fin d'année. On arrive au moment où il faut voter le projet de loi de finances de la sécurité sociale et on se dit, bon, il faut qu'on trouve des marges de manœuvre puisqu'on a un ONDAM à respecter. On va couper ce qui peut être coupable. Et ce qui est coupable, au sens où on le coupe, ce qui est coupable, c'est évidemment des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que là où on n'a pas de rationalité, c'est d'investissement. on coupe toujours en choix public les dépenses d'investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement. Deuxième élément qui pose mon point de vue problème, c'est qu'on a une très belle base installée. On a un système de soins, on a des hôpitaux, on a tout ce qu'il faut, donc c'est pareil, on a des universités, des écoles, on ne sait pas tenir compte des changements sociaux, ni d'un point de vue démographique, ni d'un point de vue géographique, on ne sait pas se réajuster, et on ne sait pas non plus le faire vraiment d'un point de vue technologique. On voit des nouveaux acteurs arriver, des nouvelles façons de faire, sauf que nous, on a une base installée. Et que cette base installée, elle est figée, et elle est figée parce que les systèmes dont je parle, ont en commun d'être peu flexibles. Troisième élément, qui est un point fort comme un point faible, on est face à des univers où la culture, l'identité professionnelle est extraordinairement forte. Et comme le disait très très bien Olivier, je vais faire une analogie qui va vous parler. Et dans ma formation de médecin, j'ai été formé 2 heures sur les questions qui touchaient à la prévention. Un professeur du premier degré sur la lecture, c'est-à-dire la prévention de l'échec scolaire, est formé à peu près à l'ISP 2 heures. Quand on aligne le temps. Donc on voit bien qu'il y a des analogies puissantes. On ne sait pas aujourd'hui, dans une approche par le haut, revoir la culture professionnelle de ceux qui vont s'engager, généralement avec beaucoup d'engagement, un caractère très volontaire et humaniste, dans ces métiers. C'est curieux parce que cette culture pourrait être un atout, justement. Mais bien sûr, parce qu'on c'est sait pour ça que je dis que c'est une limite. tous ces gens-là. C'est une limite et un atout, donc c'est une question ensuite de paramètres, de volonté politique, de durée. Là, on nous dit, dans la campagne présidentielle, fin 2017, Haro sur la prévention, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Il va falloir être capable, j'y viens, d'aligner tous les systèmes et de faire passer les messages, mais de faire passer des messages de haut en bas, technocratiques, mais d'encourager aussi les messages du bas vers le haut. Quatrième analogie, et objectivement il faut qu'on en sorte, ces 2 milieux formidables ont un mal fou à travailler avec les acteurs économiques. C'est-à-dire qu'une des difficultés dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la méfiance, la défiance du public en direction de l'investissement privé, que ce soit dans l'éducation, je ne veux pas être caricatural, que ce soit dans le système de santé. On a un mal fou à faire que le public accepte qu'aujourd'hui, il n'a pas en lui, avec lui, tout seul, les capacités à répondre aux défis qui nous sont posés. C'est-à-dire que si on fait sauter cette barrière-là, on pourrait faire porter sur le privé la charge de ce fameux investissement que l'État ne peut ou ne veut plus faire en fin d'année budgétaire, et leur dire, allez-y, dépensez, l'investissement c'est vous, le retour sur investissement, ça sera vous peut-être. La charge ou la prise de risque, mais aussi libérer de l'innovation. On fait, à la marge, on voit des choses, mais c'est très timide. Et c'est la même chose en éducation. On est très très peu capable de faire des passages à l'échelle quand une expérimentation a réussi. On est très peu capable d'aller chercher une expérimentation qui a réussi, il y en a à l'étranger dans tel ou tel champ, et de l'écosystémiser en France. Et quand un industriel propose de le faire, on le regarde aussitôt avec méfiance. Parfois on a raison de se méfier. C'est aussi le rôle de la puissance publique que de protéger par rapport à des acteurs qui n'ont pas toujours l'angélisme pour définition première. Mais il n'en reste pas moins que ça n'est pas parce qu'il y a des problématiques comme celle-ci qu'il faut bloquer et braquer l'ensemble du système. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas capable, j'allais dire, de casser cette barrière et de faire que coopèrent ensemble des acteurs privés et des acteurs publics sur des problématiques concrètes. Ça reste l'exception. Donc il y a une culture de ce point de vue-là qui, moi, ne me va pas. Et donc, je vois toutes ces grandes analogies entre ces 2 ministères, entre ces 2 politiques publiques, et je pense que la chance, l'opportunité qui est la nôtre, et il ne faudrait pas que cette première année soit une année perdue, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, Olivier les détaillera, j'en suis sûr, il faut aller plus loin, il faut être plus ambitieux. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas 2 tentatives. C'est maintenant qu'on débride un certain nombre de questions dans des grands champs qui touchent la vie des gens au quotidien, ou qu'on n'y arrive pas. Et moi j'aimerais notamment, et c'est peut-être le message que j'aimerais délivrer ce matin, qu'on mette au cœur de notre démarche plus de transversalité dans l'État. Les gens, l'opinion publique, les citoyens se foutent de savoir qui est l'opérateur. Ils se foutent et ils ont raison de savoir à la fin du jour de la faute de qui c'est. Si ça ne marche pas, eh bien ça doit marcher.
Et je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, on apprenne à faire travailler ensemble des acteurs qui ne travaillent pas assez ensemble. Je vais prendre, et ce sera mon dernier point dans cette première partie, 4 sujets qui me préoccupent quand on parle de santé et d'éducation. C'est pas normal qu'on affiche un objectif de 100% de visites médicales à 6 ans et qu'on se contente d'un taux de 45%. Je vais vous dire où il n'y a pas les visites scolaires. Il n'y a pas les visites scolaires dans les quartiers. Il n'y a pas les visites scolaires dans les zones périurbaines. Il n'y a pas les visites scolaires dans les zones rurales pauvres. Aussi les zones rurales riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des problématiques de myopie, d'audition, de dentition, des pathologies qu'on pourrait déceler, des questions de surcharge pondérale, des questions aussi qui vont toucher à la pathologie mentale, on prend des années de retard dans le traitement. Un gamin dont on ne comprend pas, qu'il ne voit pas, ne lira pas. Et passé l'âge de 7 ans, pardonnez-moi, mais c'est trop tard. On ne sait pas apprendre à lire à un gamin qui a passé la classe du CE1. On ne sait pas. C'est-à-dire, le système n'est pas fait pour ça. Deuxième élément, soit on veut des médecins scolaires, ça veut dire qu'il faut qu'on aligne la rémunération, 2 000 € aujourd'hui, soit on n'en veut pas. Et si on n'en veut pas, il faut un système alternatif. Mais on ne peut pas rester avec un système qui accueille tous les jours 87% de la population des enfants à l'âge de 3 ans et une absence totale, une désertification médicale de nos écoles. Les 2 sujets sont en correspondance, mais il y a le ponctuel qui est la visite, et puis il y a le suivi longitudinal, et j'allais dire la solitude immense et parfois la détresse dans laquelle on laisse les enseignants face à des cas qu'ils ne peuvent pas régler. Donc ça, c'est mon deuxième point. Troisième point, il y a une condescendance dans notre culture éducative vis-à-vis du sport qui est dommageable. Le prof de sport, c'est la caricature, hein, dans tous les films, mais dans la réalité des politiques publiques au collège et au lycée, c'est l'abruti, qu'on cantonne dans un coin, qu'on n'écoute pas au moment du conseil de classe. Il y a des pays où la question du sport, notamment parce qu'elle induit en termes de comportement, d'estime de soi, la question du sport est traitée de façon centrale et occupe une proportion du temps scolaire absolument déterminante. Si on ne profite pas des Jeux Olympiques que nous avons réussi à avoir en France pour faire du sport le levier numéro 1 de la prévention, de l'activité physique pour toute la vie à l'école, on sera vraiment une nation d'arriérés. Pourtant, le sport dans la société est vénéré comme une valeur avec ses idoles, il n'y a pas de problème. Allons voir l'école. Hein, moi, je m'occupe davantage des croyants que des idoles. Oui. Donc, c'est curieux qu'il n'y ait pas de transfusion. Je veux un maximum de croyants à l'école, dans le sport et donc de pratiquants. Et effectivement, il y a une barrière qui est assez insupportable et qu'il faut casser. Et puis, le quatrième point, c'est qu'on a une culture aujourd'hui scolaire qui est insuffisamment scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 milieux se regardent du point de vue de leurs identités professionnelles, j'allais dire à front renversé. La nomination de Stanislas Dehaene à la tête du conseil scientifique du ministère de l'Éducation nationale est de ce point de vue-là une très bonne nouvelle. C'est un grand scientifique, c'est quelqu'un qui connaît extraordinairement bien les questions d'apprentissage et de développement du cerveau. Je suis sûr qu'il peut parler à Olivier et que vous parlerez la même langue et que vous parlerez des mêmes choses, ou en tout cas que vous serez bien la même montagne avec la face nord et la face sud. Mais il faut véritablement qu'il y ait un input beaucoup plus fort, qui est beaucoup moins, pardon de ce mauvais jeu de mots, de prévention du ministère de la Santé à rentrer dans les questions de l'éducation nationale, sans quoi, comme le disait tout à l'heure notre hôte, on refera la même séance dans 10 ans, parce que tant qu'à l'école on n'aura pas démarré sur ces questions, vous ne verrez pas de progrès dans la société sur les questions de prévention. Pardon si j'ai été un peu long. C'est la porte de l'éducation nationale qui est fermée ou c'est le ministère de la Santé qui considère que c'est un autre monde? C'est les deux, chacun est dans son couloir, chacun a sa problématique, et cette problématique n'est pas celle des citoyens. La problématique des citoyens, c'est qu'ils veulent des systèmes qui fonctionnent, et ils se moquent encore une fois de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est notre responsabilité à nous, notre génération, de think tankers, d'industriels, de politiques, de délivrer enfin ces solutions. Olivier, la parole est à vous forcément pour donner quelques réponses peut-être à ces interrogations et notamment à ces quelques derniers chantiers, à commencer peut-être par le scolaire, l'impératif scolaire, visite à 6 ans, médecine scolaire, sport à l'école. Est-ce que là ça bouge? Est-ce que vous allez prendre des dispositifs législatifs pour que ça bouge ou est-ce qu'il faut attendre la bonne volonté des acteurs? Je partage ce qui a été dit par Laurent. En 2015, j'étais rapporteur sous une précédente majorité du volet prévention de la loi de modernisation de la santé. Et j'avais introduit par voie d'amendement le parcours éducatif en santé à l'école. Donc j'avais organisé des tables rondes avec la médecine scolaire, la santé scolaire, la PMI, les pédiatres libéraux, toutes les structures, etc. pour essayer de faire le constat qu'il y avait peut-être des choses qui étaient à améliorer. On a introduit dans la loi le parcours éducatif en santé à l'école et un certain nombre d'académies, depuis lors, sont en train de développer des programmes
assez ambitieux par endroit en matière d'éducation à la santé. Moi, je prenais un exemple qui était tout bête, pour revenir à mon tabac qui bouche les artères et à mon ado. Je disais que moi-même, j'avais quitté le collège et le lycée en connaissant l'anatomie de l'œil de bœuf, qu'on m'avait fait ouvrir avec un scalpel, mais sans comprendre pourquoi fumer boucherait mes artères. Je trouvais que c'était assez intéressant de lire. Ensuite, comment est-ce qu'on arrive à décliner les choses? Oui, on a 3 structures aujourd'hui pour la santé des enfants scolarisés. On a la santé scolaire, médecine scolaire. Sur 1500 postes budgétés de médecins scolaires, il y en a 500 qui ne sont pas pourvus. Pourquoi? C'est le numerus clausus, c'est le fait que personne ne veut y aller parce que c'est l'enfer. Le numerus clausus, de toute façon, est responsable de beaucoup de choses en matière de santé, et c'est pour ça que je veux absolument le supprimer. Mais vous avez des problèmes d'attractivité, un métier qui est finalement assez cloisonné par rapport... Et il y a des gens qui seraient intéressés pour exercer de la médecine libérale, type médecine de famille, et en même temps être capable d'avoir des actions de prévention dans les écoles. Alors là, aujourd'hui, c'est tout ou rien. Ouais, c'est tout. Ou vous êtes médecin scolaire, vous faites que ça, vous ne prescrivez plus, ou alors vous êtes médecin généraliste, mais vous n'entrez plus à l'école. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'entre plus à l'école quand on est médecin de ville? Pourquoi est-ce qu'on n'entre plus à l'école quand on est pédiatre? Pourquoi est-ce qu'on n'entre plus à l'école quand on est dentiste? Pardon, moi quand j'étais gamin, je prenais des petits déjeuners avec Picpus à l'école, j'avais un petit déjeuner par mois, on m'expliquait qu'il fallait que j'ai un laitage, que j'ai pas trop de sucre, je m'en souviens encore. Je me souviens même du bonhomme Picpus, vous savez, ça m'avait marqué. Je suis sûr Moi j'ai vendu certains des dans la tas salle ont connu. d'antituberculeux, Et j'en ai puis, vendu beaucoup. Et vous aviez un dentiste qui était venu, qui m'avait distribué une brosse à dents avec du dentifrice, c'était le programme MT Dents qui démarrait peut-être, je ne sais plus. Mais donc des gens rentraient dans les écoles et étaient capables. Aujourd'hui c'est compliqué. J'avais demandé un jour pourquoi est-ce qu'il y avait presque plus de dentistes dans les écoles. On m'a dit qu'il y avait eu des plaintes ordinales, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, parce que certains dentistes laissaient des cartes en partant et que donc il y avait le confrère qui avait déposé des recours. Mais vous voyez, je veux dire, bon, on a un système qui marche un peu sur la tête par endroit. Moi, je suis très favorable, j'ai présidé avec la présidente du Secours catholique le groupe de travail sur la prévention de la pauvreté dans le cadre du plan pauvreté lancé par le président de la République. On a auditionné le système de santé de l'enfant scolarisé. On a objectivé que 30% des gamins en classe REP et REP+, n'ont même pas la visite obligatoire, la seule visite obligatoire des 6 ans. On a objectivé tout un tas d'anomalies comme ça. On a objectivé le fait qu'il y avait tout un tas de gamins dans les zones REP et REP+, dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, qui arrivaient le ventre vide à l'école. Moi j'ai regardé, j'aime bien faire la littérature internationale, c'est le côté scientifique, et j'avais vu qu'au Pays de Galles, ils ont introduit le petit-déj à l'école dans les zones les plus pauvres, et qu'ils ont gagné par an 2 mois d'apprentissage de la lecture et d'apprentissage des maths. 2 mois par an chez les gamins en CE1, dès lors qu'ils prenaient le petit déjeuner à l'école plutôt qu'arriver le ventre vide. Vous voyez, des fois il y a des mesures qui sont toutes simples. Donc j'ai proposé, on va le faire, on va le mettre en application, le petit déjeuner dans les écoles, il faudrait le faire partout. Mais là-dessus, qu'est-ce qu'on me répond? On me répond, c'est le rôle des parents. C'est pas aux enseignants, c'est aux parents de donner le petit déj. Ok, très bien, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on constate? Mais qui vous répond On ça? constate Celui qui paye ou aussi les familles qui veulent pas que l'école les se réseaux mette? sociaux, certains me disent, vous stigmatisez. Et c'est vrai qu'il y a toujours un risque de stigmatiser quand on fait de la prévention ciblée. C'est vrai, c'est vrai. Mais attendez, qui est stigmatisé au quotidien? Regardez la carte d'implantation des fast-food, des KFC, sur le territoire national et aux États-Unis. C'est au centimètre près, quand vous prenez une carte Michelin, la répartition des quartiers populaires les plus défavorisés. Elle est où la stigmatisation? Elle est quand on assomme les gamins du matin au soir avec des pubs pour des produits qui sont pas bons pour leur santé, quand on les abreuve de fast-food toute la journée, quand on met à disposition des produits absolument dégueux pour la santé mais qui coûtent pas cher. C'est dans ces endroits-là que vous avez des enfants qui arrivent avec une pièce d'1 ou 2 euros pour pouvoir s'acheter à manger, parce qu'ils ne peuvent pas aller à la cantine, parce que 70% des villes de moins de 10 000 habitants de notre pays ne proposent pas de tarif social pour les cantines. Et que ça coûte finalement moins cher d'aller manger un burger ou un sandwich qu'on va acheter à la boulangerie du coin, même si c'est absolument pas équilibré, que de manger un repas sain et équilibré à la cantine. Donc la stigmatisation, elle est là. Donc je reviens à mes moutons. J'avais dit qu'il faut des mesures spécifiques pour des situations spécifiques. Et sur l'éducation en santé, moi j'ai pas peur de le dire, je pense qu'il faut rebattre totalement les cartes. Je pense que nos 3 systèmes qui coexistent et qui chacun ne fonctionnent pas très bien individuellement, la santé scolaire, la PMI et la pédiatrie et la santé de l'enfant en ville, je crois que ces 3 systèmes doivent être repensés. Pour moi, il n'y a pas de tabou, mais alors là, dès que vous apportez ça, je me souviens de la table ronde en 2015, où j'avais les médecins scolaires qui étaient là, puis les enseignants, ils avaient dit, est-ce que vous voulez changer de statut? Je dis, écoutez, on peut être ouvert à tout, écoutez, dans ce cas-là, on ne participe pas à la réunion. Donc c'est notre pays, c'est ce qui fait sa richesse et aussi sa difficulté. Ensuite, je voulais revenir peut-être sur un mot du sport, sur la question de l'activité physique. Évidemment, on est en retard, mais on est en retard chez les gamins, mais chez les patrons d'amis aussi. Il y a d'autres pays, les pays anglo-saxons, ont depuis longtemps compris que si vous mettez un coach sportif pour faire de l'éducation physique adaptée
pour une personne qui est en maison de retraite médicalisée, vous allez réduire son ordonnance médicamenteuse, réduire le risque de chute, réduire le risque qu'il s'enquiste progressivement et qu'il perde son autonomie. Mais tout ça, on le sait. C'est publié, il y a de la littérature de partout pour ça. Donc on a un problème d'état d'esprit et on a un problème de financement. Et quand je dis problème d'état d'esprit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on parle de la nutrition, je suis très en ce moment sur la nutrition. La semaine prochaine, je défends au Parlement un amendement qui vise à obliger tous les industriels agroalimentaires à mettre le score nutritionnel, le Nutri-Score, dans les pubs. Télé, radio, presse écrite, Internet. J'ai été battu d'une voix en commission avec un avis défavorable du gouvernement. Moi, je dirais jusqu'au bout, parce que la santé publique, parfois, c'est au forceps qu'on l'a fait, parce que je considère que donner une information aux consommateurs dès la publicité, c'est quelque chose qui est important. Là, vous allez voir fleurir les publicités pour les paquets de céréales. Vous savez, plus vous en mangez, plus vous maigrissez. Quand vous aurez Nutri-Score dès à côté, qui vous expliquera que finalement, c'est peut-être pas si top que ça pour la santé. Ah! Donc voilà, il y a beaucoup de lobbies, c'est très difficile, mais j'avancerai là-dessus. Et je vous disais sur la nutrition, les gens sont très intéressés par ces questions-là. Il y a quasiment 3 millions de Français qui ont déjà téléchargé le petit logiciel qui s'appelle le Yuka et qui vont faire leurs courses en regardant la composition de leurs produits alimentaires. Vous en avez autant qui sont très sensibles à la question de la présence de perturbateurs endocriniens ou autres dans les aliments qu'ils vont manger, ou qui vont de plus en plus dans les AMAP ou qui développent les circuits courts. Les gens qui ont les moyens à la fois d'être éduqués, formés, intéressés et de payer pour ça. Il faudrait le démocratiser. Et quand on parlait de l'acteur, qui est le meilleur acteur pour ça, pour s'occuper de sa propre nutrition? Est-ce que c'est le système de santé? Vous savez quel est l'endroit où on mange le plus mal en France? À l'hôpital. L'endroit où vous êtes sûr, si vous passez un mois dans cet endroit-là, de ressortir dénutri, carencé, l'hôpital public. Vous mangez à l'hôpital pour 5,40 € par jour. Petit-déj, déjeuner, dîner, boisson incluse. 5,40 € par jour. On avait fait une étude sur un certain nombre d'établissements qui montrait que si vous mangez la totalité de votre plateau, et si vous ne mourrez pas, vous avez ingéré 1700 calories. Alors qu'il en faut 2400 dans une journée normale et que quand vous êtes malade, il en faut plutôt 3000. C'est-à-dire que l'endroit où finalement on va faire le moins de prévention en matière de nutrition, on va vous carencer, et c'est encore pire en pédiatrie, et c'est même encore pire en oncopédiatrie. Donc je veux dire, tant qu'on n'aura pas changé complètement notre fusil d'épaule, et tant qu'on n'aura pas ce regard très attentif sur la façon dont on traite déjà les gens qui sont malades et fragiles, c'est-à-dire l'hôpital, on pourra toujours discuter de comment est-ce qu'on fait. Là aussi, le privé peut servir de modèle ou explorer des voies dont l'hôpital peut se nourrir après. Je provoque, mais bon, moi, à la rigueur, je préférais que les complémentaires santé améliorent la qualité nutritionnelle à l'hôpital plutôt que de payer un supplément chambre seule ou un abonnement à des chaînes télé. Voilà. Même Si on doit passer par là, et pour être parfaitement provoque, je pense que le gain en matière de santé pour un patient hospitalisé sera plus important si la composition de son plateau repas est renforcée, plutôt que savoir s'il a canal ou pas canal sur sa télé. Et j'exagère un peu, je grossis le trait, ne tapez pas là-dessus. Pascal, est-ce que ce volontarisme vous sied, ou est-ce que vous pensez que le mur des comportements est trop solide? Non, moi je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Olivier. Je rajouterais, il parlait effectivement de la nutrition à l'hôpital, je rajouterais les EHPAD aussi, parce que c'est exactement la même situation dans les EHPAD. Les budgets alloués pour un plateau repas, je crois que c'est de l'ordre de 5 € ou de 4,50 €, enfin c'est encore pire. Voilà, et on est face à une population de personnes âgées dont on sait que la dénutrition est un problème majeur, notamment la sarcopénie par exemple, et donc on se retrouve avec des personnes qui sont plus ou moins en bonne santé, en tout cas qui ont un lot de pathologies chroniques, et qu'on laisse effectivement dans ces EHPAD avec une nutrition qui est déplorable. Donc de toute façon, la nutrition, c'est un problème qui est d'ordre général, de toute façon, et sur lequel effectivement il faut faire bouger les choses. Je pense que dans tout ce qui a été dit, nutrition, activité physique, on est au cœur des sujets de la prévention, parce que c'est quoi notre préoccupation aujourd'hui? C'est le surpoids, l'obésité, la sédentarité aujourd'hui, qui est un vrai problème, et là qui touche tout le monde. On est tous là aujourd'hui, on a peut-être beau être des sportifs ou faire de l'activité physique, on est en position sédentaire, on va passer notre journée ici, on ne bouge pas, et donc on se trouve confronté effectivement à des risques santé qui sont majorés par rapport à ça. Et puis la dimension sociale que vous avez longuement évoquée, qui est essentielle, puisque bien évidemment le surpoids touche de manière principale, effectivement, les populations précaires. Le tabac aussi, également, c'est les populations précaires qui sont les plus touchées et qui continuent à augmenter en termes de consommation de tabac. Donc, il est clair qu'effectivement, il y a urgence à pouvoir faire bouger les choses aujourd'hui.
Le vieillissement dont vous êtes le spécialiste, est-ce que ça ne peut pas être une clé? De plus en plus, les Français sont préoccupés non seulement de vivre plus longtemps, mais de bien vieillir. On a vu tout à l'heure dans les chiffres, qu'il y a un écart entre une espérance de vie tout à fait satisfaisante pour les pays qui nous sont comparables et une espérance de vie en bonne santé, où là, on est vraiment en retard. Est-ce que cette prise de conscience sur le vieillissement ne va pas être un puissant levier pour que les gens changent leur comportement dès la trentaine ou dès la quarantaine? Alors, on va dire qu'il y a une urgence effectivement sur le vieillissement parce que l'explosion démographique dont j'imagine que vous avez parlé tout à l'heure, elle est critique aujourd'hui et on se retrouve devant un phénomène historique qui va tous nous dépasser et qui va faire imploser complètement les systèmes de santé si on ne réagit pas suffisamment tôt. Alors effectivement, oui, le vieillissement c'est un levier en termes de communication parce que bien évidemment on est tous avec cette ambition de vivre le plus longtemps possible, en bonne santé, et donc de pouvoir vivre mieux, faut-il encore avoir les moyens de le faire? Parce que c'est pas donné à tout le monde, aujourd'hui, de pouvoir mettre en place des changements de comportement, vous l'avez évoqué, dans les aspects nutritionnels, aujourd'hui, quand on n'a pas les moyens, effectivement, et quand on va regarder sur ses budgets, où est-ce qu'on va aller se fournir pour son alimentation? Eh bien, dans des endroits, on va manger des aliments transformés, on va se retrouver, effectivement, exposé à des aliments qui sont riches en pesticides, etc. Donc, on va se retrouver dans un contexte où, bien évidemment, on s'expose. Patrick, est-ce que les infirmiers à l'hôpital peuvent intégrer cette nouvelle donnée de la nutrition, de la vigilance sur le sport? Est-ce qu'il y a des métiers combinés qui pourraient apparaître, que ce soit à l'hôpital ou dans les établissements pour personnes âgées, où l'infirmier ne dispenserait pas seulement les soins, mais deviendrait aussi pour une part de son temps coach sportif ou conseiller top chef? Alors, top chef, je sais pas, mais effectivement, non, mais moi je me pose la question quand même depuis tout à l'heure, on est en train de décrire mon métier, parce que tout le monde a pris ces parts-là. Et sans réellement le nommer. Très franchement, les infirmiers, on est 600 000 en France. Vous vous rendez compte quand même la force de frappe que ça peut être si on dit les infirmiers doivent s'occuper un peu plus de prévention. De toute façon, on sait très bien que le recours tout médical, c'est plus possible. On sait très bien que le système est à bout de souffle. D'abord, il y a une question de pénurie médicale. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est est-ce qu'il faut dépenser du temps aussi cher, puisqu'on a parlé quand même de l'économie, est-ce qu'il faut dépenser du temps médecin pour finalement donner des conseils, suivre les gens, les voir au quotidien? Et est-ce que c'est vraiment ce dont notre société a besoin? Est-ce que c'est vraiment ce dont la population a besoin? Est-ce que les infirmiers, finalement, ne seraient pas un acteur de moyen terme, de moyen recours sur toutes ces problématiques-là? Moi, je le pense sincèrement, parce que c'est pas parce que je vais faire un soin technique à un patient, je l'hémodialyse par exemple, que je vais pas lui parler d'autre chose. Je vais pas lui parler de ce qu'il a mangé, de ce qu'il va faire, s'il va sortir, s'il sort déjà dans sa vie de tous les jours, s'il est pas trop fatigué. C'est quand même quelque chose d'assez naturel. Mais c'est quelque chose, encore une fois, Olivier l'a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de modèle économique. Donc, moi, si je le fais, c'est parce que ça me plaît de parler avec les gens, et c'est parce que c'est aussi quelque chose pour mieux cerner le patient et ses besoins. Mais tant qu'on n'aura pas une incitation financière forte sur ces sujets-là, ça ne pourra pas fonctionner. En plus, moi, je voudrais dire quelque chose, Olivier va parler certainement du programme. Moi, je voudrais quand même rendre hommage à ce gouvernement parce que Madame Buzyn, au travers de son passage à l'ENCA auparavant, a dit qu'il faut des infirmiers un peu mieux formés avec des nouveaux rôles. Tout à l'heure, j'ai dit, ça a été repris dans les tweets, il faut libérer un peu ma profession. Effectivement, on est en train de créer, et Olivier va le voir arriver bientôt à l'Assemblée nationale, des infirmiers de pratique avancée, donc des infirmiers qui vont avoir un niveau master, des infirmiers qui vont être mieux formés, qui vont faire de la recherche. Infirmiers de pratique avancée, oui, ils seront spécialisés? Ah non, justement, on ne va pas les spécialiser au titre des spécialités qu'on a actuellement dans la profession, mais on va les spécialiser sur le grand âge, sur des pathologies chroniques, donc toutes les problématiques sur lesquelles qu'on va rencontrer là très rapidement. Alors ce ne sera pas non plus 600 000 infirmiers de ce grade-là, mais ce seront des infirmiers qui vont permettre justement de s'intercaler entre le recours tout médical, qui vont travailler en collaboration avec les médecins, avec les pharmaciens, puisqu'on va être formés ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose d'une volonté politique que moi je tenais à souligner, parce que vraiment on va, je pense, sur le bon chemin et pas à un coût exorbitant, de façon avec une réponse graduée et plus rapide que former 10 ou 11 ans comme tu l'as été faute. Donc moi je crois que voilà, on l'a pas nommé, moi je vais mettre des mots sur les choses. Bon, après c'est du corporatisme, effectivement, les ordres sont un peu des syndicats corporatistes, mais je pense que voilà, moi je vais proposer une réponse de fait et ça sortira dès l'année prochaine. Ils sont disponibles, ils sont volontaires pour ça, vos infirmiers? Ils sont demandeurs. Ah ben, oui, bien sûr, tout à fait. Vous savez, les infirmiers, la profession qui se forme le plus, c'est avéré. C'est une profession qui est en perpétuelle évolution. Alors, on est une profession jeune, finalement, que 100 ans. Et on voit qu'on accède à l'université là
tout récemment, et enfin, depuis 10 ans, mais bon, ça s'est mis en place petit à petit. Donc oui, effectivement, je crois qu'on peut laisser cette place-là à des infirmiers, parce que, à mon sens, est-ce que le médecin a vraiment besoin d'avoir connaissance de tout ça et simplement être un superviseur, ou quelqu'un qui fait partie de l'équipe et avec lequel on va travailler, on va discuter, parce que le contexte social, les médecins ne vont plus dans les appartements, ne vont plus dans les maisons, ils n'ont plus le temps. Donc franchement, moi je suis pour ce nouveau métier et de faire en sorte que ça soit mieux mis au service des usagers. Merci beaucoup. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je voudrais qu'on parle un peu communication. On ne peut pas dire que la communication ait ignoré la prévention depuis plusieurs décennies maintenant. On a tous été bercés dans nos enfances par des spots télévisés, par des affiches, par des messages de 5 fruits et légumes par jour, le tabac tue, etc. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire plus efficace? Pascal, vous qui avez un blog, est-ce que l'arrivée du numérique, on en parlera plus en détail cet après-midi, est une chance? Est-ce que finalement, trop de messages tue le message? Est-ce qu'on a fait trop de messages culpabilisants pour faire peur aux gens et pas assez de messages éducatifs? Comment améliorer la communication gouvernementale ou locale? Bon, je suis content que vous abordiez ce sujet parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est mon métier aussi, la communication. Dès qu'on parle de prévention, on parle automatiquement, obligatoirement de communication. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les acteurs qui communiquent dans ce domaine de la prévention, ils sont encore une fois cloisonnés. Il y a le gouvernement, il y a les autorités de santé, il y a les instances qui sont amenées à travailler. L'industrie pharmaceutique aussi, qui peut être amenée aussi à travailler, en tout cas à communiquer un petit peu sur ce sujet de la prévention. Moi je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de l'accélération qui est donnée sur la prévention, je crois que la prévention c'est l'affaire de tous en termes de communication. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé au gouvernement de faire de la communication. Je pense que c'est l'ensemble des acteurs de la santé qui devraient se coordonner pour communiquer ensemble. Et quand on dit l'ensemble des acteurs de la santé, c'est le gouvernement, les autorités de santé, ce sont les assurances, les caisses de retraite qui sont impliquées, qui sont engagées de leur côté sur la prévention et qui délivrent des messages sur la prévention. Ce sont les établissements privés aussi, les EHPAD qui ont un intérêt aussi dans la prévention, et puis l'industrie pharmaceutique également. En fait, l'objectif de la prévention, c'est de préserver, c'est de sauver nos systèmes de santé. Et tous ces acteurs-là ont intérêt, effectivement, à pouvoir communiquer dans le même sens et développer la prévention. Donc moi je pense que la notion de la coordination, la notion du travail d'équipe, je parlais tout à l'heure du travail d'équipe pour les professionnels de santé, pour la prévention, je pense que c'est la même chose pour la communication, faire travailler ensemble les différents acteurs et peut-être les coordonner, les superviser peut-être par une autorité gouvernementale. Mais plutôt que d'aller taxer, alors je vais prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique qui est régulièrement taxée sur ses médicaments, sur sa promotion de ses médicaments, peut-être qu'on pourrait utiliser effectivement un savoir-faire qu'a l'industrie pharmaceutique, qui est la communication, le marketing, c'est un métier qui est fortement développé chez eux, pour pouvoir non pas s'engager sur des thématiques qui sont les leurs par rapport à leurs médicaments, mais sur des thématiques plus générales, qui sont la prévention. Leur demander de porter le message. Quelle nature de message d'ailleurs faut-il porter pour être efficace aujourd'hui au XXIe siècle? Je pense que toute la nature des messages va tourner autour de tous ces facteurs de risque qu'on a pu évoquer, donc le surpoids, l'obésité, la sédentarité, mais aussi des éléments sur lesquels on communique moins, qui sont le stress, le sommeil, la consommation de sucre. Alors on en parle de plus en plus en ce moment, mais ça joue un rôle essentiel dans le développement et la survenue des maladies chroniques. Donc il y a effectivement énormément de sujets, et puis l'exposition aux toxiques environnementaux, qui sont aussi des éléments importants, que ce soit la pollution, les perturbateurs endocriniens, les pesticides. Donc sur tous ces sujets, effectivement, il y a une éducation à faire. Laurent, est-ce que tu fumes? Non. Ah, parce que tu as écouté les messages ou... Non, je ne sais même pas pourquoi je fume pas, mais je fais effectivement partie des adultes français qui ont cessé de fumer. 22% de la population à plus de 15 ans fume quotidiennement. C'est 12% en Australie et en Norvège. Et ces 10 points d'écart, ils vont peser lourd avec les années qui passent et évidemment les pathologies qui vont s'annoncer. Et pourtant on a importé, notamment d'Australie, le paquet avec visuel répulsif ou le paquet neutre. On marque des points. Ensuite, on arrive à un socle. Pourquoi? Parce qu'on a parlé les uns et les autres de souvenirs d'enfance. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance très précis de ma vie médicale qui devait être en grande section au CP, je ne sais plus tellement, mais je me rappelle du jour, je me rappelle effectivement m'être fait remettre la petite brosse à dents. Cette communication de masse, communication très mass market des années 80-90, aujourd'hui, elle échoue à attraper une partie de la population. Elle échoue à attraper une partie de la population parce qu'il y a premièrement, j'allais dire, des mœurs nouvelles et puis des habitudes de consommation nouvelles.
comment on va chercher ces gens-là, comment on va chercher les jeunes qui sont complètement à côté effectivement du mode de communication qu'on a connu nous, qui était très télévisuel. Comment est-ce qu'on va les chercher avec les outils, les pratiques, les codes, les affinités qui sont les leurs? Comment on va chercher seconde population, des populations qui sont, et je le dis sans condescendance, mais objectivement en voie de désocialisation, qui sont sur des territoires isolés, qui ont un sentiment d'abandon, et qui vont être victimes, eux, mais alors à plusieurs reprises, des facteurs de risque qui potentialisent à un moment ou à un autre l'apparition de maladies chroniques ou de pathologies graves. On ne sait pas bien faire ça aujourd'hui. On ne sait pas bien faire ça parce que, d'une part, une partie du problème de communication, c'est de donner davantage de pouvoir. Olivier citait Yuka tout à l'heure. C'est du pouvoir que je mets entre les mains de l'usager. Or, personne n'aime perdre son pouvoir. Ni les entreprises, et encore moins les administrations. L'ignorance de l'usager, finalement, c'est mon pouvoir à moi. Mais bien sûr, mais on l'a bien vu. D'ailleurs, la santé a été un des premiers secteurs exposés à la révolution numérique. Et les professionnels de santé, évidemment, ne sont pas tellement remis de l'apparition de Doctissimo. Parce que subitement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on s'est mis à les challenger de la même façon que les profs aujourd'hui se font challenger par les gamins sur smartphone, hein, sur des compétences, par exemple en histoire-géographie, qui va leur manquer. Et le petit jeu dans les salles de classe au lycée, c'est d'aller piéger l'enseignant sur un truc qu'il ne sait pas. Donc on voit bien qu'à chaque fois que le digital entre, la première chose qu'il fait, c'est piquer du pouvoir aux autorités, j'allais dire, légitimement ou traditionnellement constituées. Donc il faut accepter qu'effectivement, on entre à un moment ou à un autre sur des politiques publiques qu'il faut construire différemment parce qu'on va devoir lâcher une partie du pouvoir, et tant mieux d'ailleurs parce qu'on ne sait pas exercer aux usagers. Et puis il y a un deuxième type de communication qui est très difficile à envisager, c'est le nudge. Le nudge, vous savez, c'est en anglais le petit coup de pouce qu'on va donner parce qu'on va trouver un incentive, on va trouver une récompense, on va trouver un moyen de faire. Dans la campagne, je crois, de Macron, ils ont beaucoup utilisé des techniques qui renvoyaient au nudge. On va essayer de trouver chez l'internaute le rappel à la bonne heure, au bon moment, avec la bonne incitation, etc., etc. Et il va falloir savoir combiner aussi bien des approches par le nudge, c'est-à-dire convaincre des populations réticentes ou peu informées. Il va falloir chercher des populations qui parfois sont peu informées, et par ailleurs convaincre des ultra-urbains, des ultra-connectés, d'entrer dans les dispositifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un bloc qui permettrait de couvrir 80% de la population, il y a des segments, et il faut que les politiques, pardon, être un peu techniques, hein, mais que les politiques publiques sachent s'adapter à cet univers nouveau, sans quoi elles vont décrocher en performance. Pardon, mais c'est sûr que ce sont des populations mal informées, mais ce sont parfois des populations rétives. Pour des raisons culturelles, sociales, d'image de soi, on va plutôt vouloir s'afficher avec son sweatshirt et son McDo à la main parce que c'est valorisant dans son petit milieu, ou bien pour des raisons culturelles et religieuses, on va rejeter le message de prophylaxie. Et ne parlons même pas des maladies sexuellement transmissibles ou de la contraception. Mais sur de la santé de base, on va dire non, ça vient d'en haut, ça vient de l'autorité, ça vient de la République, c'est pas pour nous. Comment on lutte contre ça ? Je sais pas comment on lutte. Moi, j'ai un côté très Troisième République et école communale, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que l'Église, mais que l'école soit au cœur du village, et ça veut dire que c'est pour rien qu'on vient de réinstaller l'obligation de scolarité à 3 ans. Elle était satisfaite, hein, parce qu'en gros 97% de la population était d'ores et déjà dans cet écosystème. On va passer à 98, 99, 100%. Il faut que l'école, de ce point de vue-là, fasse son travail de coopération étroite et fine avec les professionnels de santé. Et on l'a dit, ça ne se fera, cette mesure n'aura une portée que si et seulement si l'ensemble de l'écosystème, PMI, médecine de ville, médecine scolaire, est repensé. Si on ne le fait pas, on se sera payé de mots. On a 4 ans pour le faire, c'est une des premières priorités. Ensuite, il faut être malin. Il faut cesser de voir l'usager uniquement comme, j'allais dire, un être qui serait caché derrière un numéro de sécurité sociale. L'usager est malin, il a des comportements, il a des convictions, il faut aller l'attraper. Ça veut dire qu'on a le droit, y compris quand on est le secteur public, d'être super agile. Et c'est cette agilité-là qui permettra de tirer, de ce point de vue-là, tout ce qu'on a retiré du numérique. J'ai la même chose, moi je suis dans des expérimentations sur l'apprentissage de la lecture. On utilise énormément l'iPad aujourd'hui pour 1000 raisons qui seraient trop grandes d'expliquer, sur des problématiques très similaires. C'est la même chose sur le cœur du business de l'école. Il faut être malin. Si on n'est pas malin, on aura de plus en plus de pans et de segments de la population qui nous échapperont, pas que chez les plus pauvres d'ailleurs. Il y aura des comportements assez surprenants sur tout le spectre social. Moins de grands spots à la télé avec des slogans choc et un peu plus d'activités numériques, iPad et SMS un peu subtiles.
C'est vrai qu'on a assisté il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, à la métamorphose du patient en usager. Le patient, par définition, il était plutôt passif. L'usager, il a des ayants droit. Et donc, il a un rapport à la santé qui devient un discours de revendication politique. L'usager, il est informé. L'usager, il est connecté. En consultation au CHU, il n'est pas rare que j'ai des patients, pour le coup des patients qui sont malades, qui viennent me voir avec une fiche orphanette de leur maladie, me disant j'ai fait le cumul des symptômes et je pense avoir telle pathologie ou telle maladie. Parfois à juste titre, parfois ça peut poser quelques difficultés. Il y a des sujets dont on parle énormément, qui explosent complètement sur la scène médiatique très rapidement. Je pense à la crise d'information du lévothyrox par exemple. Je pense à la polémique sur est-ce qu'on dépiste bien ou non la maladie de Lyme en France. Vous avez parfois des clusters de patients, d'usagers qui s'organisent en association et qui ont des revendications collectives qui peuvent mettre en difficulté et en tension les systèmes de santé publique organisés par l'État en France. Mais moi je trouve que c'est une très bonne chose. En plus on a des remontées d'informations. Parfois il faut être capable de dire aux gens, attendez, là vous vous plantez. Je prends l'exemple de la vaccination obligatoire. J'ai mis un tweet hier, j'ai retweeté un article de Libé qui disait qu'en Serbie, la rougeole avait disparu pendant 20 ans grâce à la vaccination obligatoire, qu'il y a plein de gourous en tout genre qui se sont mobilisés, l'Église orthodoxe qui vient en tête en Serbie, qui ont fait chuter la couverture vaccinale. On en a 15 morts en 6 mois en Serbie. Je crois que j'en suis à 1000 et quelques retweets parce que le truc, ça parle énormément aux gens, si vous voulez. Ça parle vraiment, le complotisme est plus fort. Je l'ai vu, mais les deux parlent. Vous avez les deux camps. Et moi je dis toujours que quand on est pouvoir public, on a un devoir d'explication, d'être compris, et un devoir de modestie. Pourquoi un devoir de modestie? Parce que là, ça vous paraît paradoxal que je dise ça à moi, mais parfois, on a pu se planter. On parlait de la mortalité néonatale, la mort subite du nourrisson tout à l'heure. Pendant des années, on a expliqué aux parents qu'il fallait coucher le bébé sur le ventre. Ça réduisait le risque de mortalité. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 15 ans qu'il fallait les coucher sur le dos. Sinon, sur le ventre, ça augmentait la mortalité. J'ai un bouquin, ma femme est obstétricienne, elle a un bouquin des années 80 de gynéco-obstétrique qui apprenait aux obstétriciens qu'une femme enceinte devait boire entre 1 et 3 verres de vin par jour pour être en bonne santé pendant sa grossesse. Donc voilà, il faut toujours être modeste. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on sait. On sait que la vaccination fait reculer les maladies mortelles et qu'on peut éviter tout un tas de morts qui sont totalement évitables aujourd'hui. On sait que la lutte contre le tabac, c'est une lutte de tous les instants qui doit être véhiculée martelée comme un message efficace parce que c'est quelque chose qui va engendrer, le tabac tue 80 000 personnes, 120 milliards d'euros, la dette sociale du tabac par an. Oui. 120 milliards La dette sociale, c'est-à-dire y compris les recettes engrangées par l'État à court terme sur la vente de 12 paquets. milliards de recettes, 120 milliards de dettes. 80 milliards de dettes chaque année liées à la mortalité précoce des gens qu'on a éduqués, qui ont eu un emploi, etc., et qui vont mourir précocement du tabac. Et 40 milliards liés aux dépenses directes et indirectes de santé liées aux maladies du tabagisme. Pourquoi ça marche pas ces 120 chiffres? milliards. 80 je suis milliards, rapporteur du budget de la Sécu. J'ai 200 milliards à répartir sur la santé des Français chaque année. Si on supprimait le tabac dans notre pays, j'aurais plus 200, mais 320. On serait plus en train de parler de prévention, les amis. On serait plus en train de se poser la question de la révolution de la prévention, de comment on fait, etc. Enfin, je veux dire, il y a des choses parfois qui sont évidentes quand on le dit, mais c'est plus dur à faire. Mais je reviens à la communication. Un truc qui marche bien, qui était public et qui utilise les réseaux sociaux, c'est le mois sans tabac. Le mois sans tabac au mois de mars qui a eu lieu a été extrêmement actif sur les réseaux sociaux, a permis d'enregistrer énormément de connexions sur les sites de santé publique et on enregistre entre l'augmentation du prix du tabac en mars et les messages véhiculés par le mois sans tabac, on est à moins 20% de vente de cigarettes en mars 2018 par rapport à mars 2017. Il faut voir si on confirme, mais il y a d'autres chiffres qui sont intéressants. Plus 35% de prescription de patch, plus 40% de prescription de moyens de sevrage en tout genre au mois de mars. Donc on se dit, tiens, c'est pas que des gens ont traversé la frontière pour faire le stock de cartouches, il y a aussi des gens qui arrêtent vraiment. Donc c'est des trucs qui sont efficaces et qui fonctionnent. Et un autre exemple, ça fait aussi polémique en matière de santé publique parce qu'il y a les pour et les contre. Bon, le vapotage. C'est-à-dire des gens qui vont prendre des cigarettes électroniques et plus du tabac. Les vapoteurs se sont organisés en communautés ultra actives sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de personnes qui sont connectées, qui ont des systèmes de fabrication français, qui font leur mélange, qui ont des blogs d'explications, qui interpellent les pouvoirs publics. Moi, je suis sans arrêt interpellé. Ils sont ultra actifs et je dirais même extrêmement efficaces. Ce qui montre donc et ils prennent le parti de dire, nous, on a arrêté de fumer grâce à ça. Donc nous, on a un discours de santé publique. Je ne juge pas sur le fond, mais je dis que sur la forme, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'on arrive à embarquer des dizaines, des centaines de milliers de personnes autour d'enjeux de santé publique, et notamment grâce aux réseaux sociaux. Un mot quand même d'argent pour finir, Patrick. Vu des infirmiers, est-ce que le problème de l'argent est un faux problème?
parce qu'à un moment donné, l'argent, on le trouve, mais il faut d'abord repenser les structures? Ou est-ce que vous avez des revendications particulières et que vous pensez qu'il faudrait mieux dépenser ou plus dépenser? Alors, moi, je pense qu'il faudrait mieux dépenser. Les deux symptômes, les deux problèmes dont le plus a parlé Olivier, là, que j'ai relevé, c'est l'histoire de la vaccination. La vaccination, c'est tout ce que c'est très efficace. C'est quelque chose qui sauve des vies, qui a fait disparaître des maladies de notre pays, hein, de la France. La polio, on n'en voit plus, alors qu'il y a quelques années, on en voyait encore. Et on voit des recrudescences en Serbie. J'ai retweeté hier. Mais c'est quelque chose qui est hallucinant. Et les on gens voit ont encore... peur de l'aluminium, les gens ont peur qu'on leur donne 11 vaccins, dont 4 sont utiles et 7 pour faire le profit de l'industrie pharmaceutique. Il faut lutter aussi contre ces idées-là. Oui, mais c'est certain, mais après on cherche des informations, comme ça a été dit, sur les réseaux sociaux où il y a des communautés, des gens qui se bourrent le mot entre eux finalement. Hein. Et il faut pouvoir discuter le fait scientifique, il faut avoir du temps disponible, la disponibilité, bon j'en ai marre de dire que les infirmiers sont le remède à tout, mais finalement on est de proximité, et au-delà des réseaux sociaux, quand même la proximité c'est quelque chose, on va plus facilement être en relation, les infirmiers de PMI, de l'éducation nationale, ce sont des infirmiers de l'éducation nationale, ils ne dépendent pas du ministère de la Santé, hein. Attention, donc on est en train de parler d'un château fort dans le château fort, d'un état dans l'état là. On est bien d'accord. C'est ça, on a tous parlé de nos souvenirs d'enfance, on va rejouer au château fort bientôt alors. Non, mais clairement, effectivement, le mois sans tabac, on a relayé ça l'année dernière, en PACA, dans l'industrie pétrochimique lourde. Les infirmiers, ils ont fait des choses là-dessus. Ils ont permis des actions de prévention, alors que c'est des endroits de la métallurgie où c'est assez compliqué, chez ArcelorMittal, où il y a eu des actions de prévention. Les gens ont plusieurs risques associés, la chaleur, le tabac, un travail pénible, et on voit bien qu'on est des relais. Et la proximité, à mon avis, le sens de l'humain est très important. Au-delà du réseau social, qui lui va être un influenceur, va permettre de relever certaines problématiques. Mais encore une fois, je pense que peut-être que les infirmiers, mais aussi les kinés, les pharmaciens, parce que les pharmaciens font aussi beaucoup de santé publique maintenant. Et je pense qu'il faut aussi soutenir les pharmaciens et les médecins, bien entendu. On a tous un rôle, il faut qu'on arrive à jouer ensemble, et à jouer ensemble parce qu'on va travailler ensemble à l'université, on va se former ensemble, et ça va être un facteur de synergie, d'avoir un langage commun, de se connaître et de ne pas avoir de suspicion, parce que finalement, vous en avez parlé tout à l'heure, le corporatisme français reste le corporatisme français. Olivier, combien d'argent pour la prévention dans le prochain budget de la Sécu 2018-2019 ? Je veux dire, si j'avais 1 milliard d'euros de plus à dépenser pour la santé des Français, je ne suis pas sûr que je le mettrais dans les dépenses de santé. Je te provoque, hein. Je ne sais pas si j'aurais pas un gain plus important en dépensant dans les transports, dans la qualité de vie au travail, dans l'éducation. Quel est le niveau au-delà duquel on a moins de rentabilité par rapport à l'argent qu'on peut investir? Je vous donne un exemple pour terminer. Le centimètre carré de corps humain qui coûte le plus cher à la Sécu. Vous avez une idée de ce que c'est? C'est pas l'orteil gauche. Il n'y a rien de carabin. C'est l'œil, la pulpe du doigt. La pulpe du doigt. La pulpe du doigt, parce que vous avez des ouvriers qui se broient les doigts, qui se niaquent les doigts sur les machines-outils dans les entreprises. C'est la première cause d'arrêt d'indemnité journalière prolongée, la première cause de mise en invalidité, c'est les accidents de la main en milieu professionnel. Quelqu'un qui a 50 ans, qui est ouvrier, qui perd un doigt sur une machine-outil, bon courage pour retrouver du boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chômage, etc., la misère, la spirale de la lutte. Bon, on sait très bien que lorsque vous faites intervenir un kiné, un chirurgien de la main, un infirmier spécialisé en milieu professionnel sur les machines-outils, vous faites un petit topo théorique sur la main, etc., faites attention à vos mains, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention, vous passez sur les postes de travail, vous faites un peu d'ergonomie, ça prend pas beaucoup de temps. On a montré qu'on réduisait de 30 à 40% le risque d'accident de la main. Imaginez ce que ça coûte en investissement par rapport aux retombées sociales, humaines et économiques. C'est ça la prévention active. C'est ça la prévention active. Et moi je considérerais qu'on fera la prévention active dans notre pays quand on sera capable de se dire qu'une évidence comme celle-ci, elle doit être portée politiquement, elle doit être appliquée partout, elle doit être comprise par les Français. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. Laurent, ça te convient comme logique budgétaire de mettre l'argent comme ça? Parfaitement, et j'ajoute, parce que ça coûte pas 1 milliard, il y a 500 000 gamins qui, en grande section, n'ont pas eu de visite médicale cette année. C'est d'accord pour que... On finance. On finance. Un dernier mot à chacun. Quel est, selon vous, le pays le plus exemplaire en matière de prévention? S'il y a un pays où il faudra aller piquer encore des idées, est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Plusieurs? Alors,
on regarde ensuite les résultats, Australie, Suède, Norvège par exemple. Ouais. Laurent, Olivier, confirmé? Les pays du nord de l'Europe, pour la mallette prénatale qui est donnée, la box de naissance, ils donnent une box à toute femme enceinte. Avec la box peut être transformée en landau pour éviter les risques de mortalité, de mort subite du nourrisson, avec dedans des brosses à dents, des kits, des langes, du lait, des matières de kit pour se soigner les gerçures quand on allait, etc. Ça cartonne, 98%, je crois, de la population en Suède plébiscite cette box qui marche bien. Ils ont fait de la prévention un outil global et généralisé. Et l'Australie, parce que 2,5% de tabac chez les jeunes, contre 25% chez nous, waouh! Comment font-ils? Voilà. Pascal? Je pense que c'est les pays scandinaves qui sont effectivement extrêmement impliqués, avec un résultat à la clé, et c'est comme ça qui est important, c'est d'avoir réussi à faire allonger l'espérance de vie en bonne santé. Ce qui n'est pas notre cas, encore une fois. Nous, on est stagnant depuis 10 ans, ce qui est bien un problème majeur pour nous. Et dans ces pays où des politiques de prévention ont été menées tôt, avec effectivement des moyens, on a réussi à continuer à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. C'est l'indicateur essentiel aujourd'hui. Patrick, une idée de pays? On a les mêmes références. Ouais, pays du Nord. Pardon, juste le pire pays, si vous parlez de qui marche, le pire pays, États-Unis. États-Unis, qui enregistre une réduction de son espérance de vie. Un Américain pèse en moyenne 14 kilos de plus qu'un Français. 14 Il y a kilos pas de que plus les armes qu'un à feu, Français. il y a aussi, La mortalité précoce liée à l'obésité, au diabète est extraordinairement élevée. Et ensuite, il y a 40 000 blancs américains qui meurent. Pourquoi je dis blancs américains Parce que c'est important de le Non, c'est savoir. américain. C'est noir pas américain. américain. Non, je crois que c'est Bah pas. là, il y a une Il y a différence 40 000 sociale Américains qui majeure. meurent chaque année d'overdose en opiacés. Ouais. Souvent sur ordonnance. C'est les morts de la détresse et de la misère aux États-Unis. Le Nutri-Score en hémicycle sera voté La semaine prochaine, la semaine prochaine. Sociologiquement. j'espère, c'est pas gagné. D'accord. On Mais se reverra. les gros combats de santé publique, ils sont jamais gagnés facilement. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci.